D'un côté, on a Marine Le Pen, de l'autre, Jean-Luc Mélenchon. À première vue, tous les opposent. Deux personnalités, deux camps aux antipodes de la politique française, avec des projets pour le pays qui sont radicalement différents. Et pourtant, quand on les écoute, il y a des échos, des similitudes assez troublantes dans leur façon de parler, dans leur façon de faire de la politique. Alors, c'est ça la grande question. Comment est-ce possible que deux adversaires aussi acharnés finissent par utiliser des stratégies et des mots qui se ressemblent autant? Est-ce qu'il y aurait une sorte de méthode cachée, une grammaire politique qu'ils auraient en commun, malgré leurs idées totalement irréconciliables? Pour essayer de démêler tout ça, voilà comment on va procéder. D'abord, on va se pencher sur ce fameux manuel populiste. Ensuite, on va définir clairement ce qu'est le populisme, puis on verra comment cette méthode est partagée par nos deux protagonistes, mais surtout où leurs chemins se séparent. On analysera aussi comment ils utilisent la controverse à leur avantage, avant de terminer en se demandant quel défi tout ça représente pour notre démocratie. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Pour comprendre ce qui unit, ou du moins ce qui rapproche Le Pen et Mélenchon, il faut analyser la logique derrière leur discours. C'est un peu comme s'ils suivaient les mêmes instructions, un mode d'emploi commun. Et c'est ce manuel qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. Et la clé de ce manuel, c'est un mot. Un mot qu'on entend partout, tout le temps, mais qui est souvent un peu flou, le populisme. Pour y voir clair, il faut le définir précisément. Et son idée de base, en fait, elle est toute simple, c'est l'opposition frontale entre le peuple et l'élite. Ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes ne voient pas le populisme comme une idéologie complète, du genre socialisme ou nationalisme. Non, ils parlent d'une idéologie mince. Il faut imaginer ça comme un squelette, une structure. Et ce squelette, on peut ensuite l'habiller avec des vêtements de droite ou de gauche. Mais la structure, elle ne change pas. Et au cœur de cette structure, il y a toujours cette même idée, un combat moral. Et ça donne une vision du monde très binaire, en noir et blanc. D'un côté, il y a le peuple. Il est pur, authentique, il a le bon sens. De l'autre côté, il y a l'élite. Elle est corrompue, déconnectée, c'est un système qui travaille contre l'intérêt général. Avec cette grille de lecture, la politique change de nature. Ce n'est plus un débat d'idées, ça devient une bataille entre le bien et le mal. C'est aussi simple que ça. Ok, ça c'était la théorie. Maintenant, passons à la pratique. Comment ce grand schéma s'applique concrètement à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce qu'on va voir que leur méthode anti-système est quasiment symétrique. C'est un jeu de miroir. Regardez ça. La ressemblance est juste frappante. Qu'il s'agisse des médias ou de la justice, les deux s'attaquent systématiquement aux institutions qui sont censées être des contre-pouvoirs. Les médias, pour eux, c'est le parti médiatique. La justice, c'est un instrument du pouvoir, une police politique. Derrière ces attaques, la logique est la même. Ces institutions sont des obstacles illégitimes qui se dressent face à la volonté du peuple, que seuls prétendent incarner. Cette phrase de Jean-Luc Mélenchon est très révélatrice de l'intensité du discours. Il ne s'agit pas juste de critiquer la presse, non, il s'agit de dire que la haine des médias est une bonne chose, qu'elle est juste et saine. On voit bien que la presse n'est plus considérée comme un acteur de la démocratie, mais comme un ennemi à abattre. Et en face, chez Le Pen, on ne se contente pas des mots, on passe aux actes. Le boycott des médias, ce n'est pas anecdotique. Quand sa campagne interdit l'accès à une dizaine de rédactions lors d'une soirée électorale, c'est la mise en pratique de cette même hostilité. Le but, c'est de court-circuiter ce qu'ils appellent le filtre médiatique pour parler directement au peuple. Mais attention, c'est là que le parallèle s'arrête, et c'est un point absolument crucial. Si la méthode est la même, si la grammaire est identique, elle est mise au service de projets qui sont, eux, à l'opposé l'un de l'autre. C'est là que tout diverge. Pour comprendre ça, il faut regarder à quelle grande idéologie ce populisme vient se greffer. Ce tableau résume parfaitement le fossé qui les sépare. Pour Mélenchon, le peuple, c'est une définition socio-économique et inclusive. Ce sont les 99% contre le 1% de l'oligarchie. Son grand adversaire, c'est le capitalisme. Pour Le Pen, c'est tout l'inverse. La définition du peuple est ethnoculturelle et exclusive. Les Français de souche contre les élites mondialistes. Et son principal antagoniste, c'est l'immigration. On a donc bien une méthode commune, mais pour mener des combats totalement opposés. On pourrait croire que des affaires judiciaires, ça affaiblit un responsable politique, logique. Eh bien, dans le manuel populiste, c'est tout le contraire. On va voir que pour eux, la controverse et les ennuis avec la justice, c'est du carburant. C'est même une arme pour renforcer leur discours. On se souvient tous de cette scène de la perquisition au siège de la France insoumise. La réaction très physique de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas juste un coup de sang, c'est une véritable mise en scène. Il se positionne comme le résistant face au système. Le récit est immédiat et très clair. Ce n'est pas la justice qui fait son travail, c'est le pouvoir politique qui m'attaque. Et au milieu de cette confrontation, il lâche cette phrase devenue culte. La République, c'est moi.
C'est une affirmation extrêmement forte. Ce qu'il dit par là, c'est que sa légitimité d'élu du peuple est supérieure à celle des institutions de l'État, comme la justice. C'est l'idée que le leader populiste incarne à lui seul la souveraineté populaire. De l'autre côté de l'échiquier, avec l'affaire des assistants parlementaires de Marine Le Pen, on retrouve exactement la même stratégie. Les accusations sont très lourdes, on parle d'un système de détournement de fonds publics, mais la défense, ce n'est pas de contre-argumenter sur le fond. Non, c'est de dénoncer un procès politique, une cabale menée par des juges à la solde du pouvoir. C'est la même musique. 5 ans, c'est la durée de la peine d'inéligibilité qui a été prononcée. C'est un chiffre énorme qui montre bien la gravité des faits retenus par la justice. Mais dans la logique populiste, ce chiffre est complètement retourné. Une peine aussi lourde ne devient pas la preuve de la culpabilité, mais au contraire la preuve ultime de l'acharnement du système. Bon, après avoir examiné ces exemples très concrets, il est temps de prendre un peu d'auteur. Au-delà des cas Le Pen et Mélenchon, qu'est-ce que le succès de cette méthode populiste nous dit sur la santé de notre démocratie? C'est sans doute ça, la question la plus importante. En fait, le populisme nous place face à un vrai paradoxe. D'un côté, c'est clairement une menace. Quand on s'attaque à la justice, à la presse, au pluralisme, on touche au fondement même de la démocratie libérale. Mais d'un autre côté, certains pensent que c'est aussi un correctif, ou au moins un symptôme. Il donne une voix à ceux qui se sentent oubliés et remet dans le débat des sujets que les élites avaient peut-être un peu trop vite balayés sous le tapis. Cette image est très parlante. Le populisme comme l'ombre portée de la démocratie. Ça signifie qu'il n'est pas un corps étranger, un virus qui viendrait de l'extérieur. Non, c'est une partie d'elle. C'est son ombre. Une ombre qui s'allonge et devient plus menaçante quand la confiance entre les citoyens et leurs représentants se fissure. Et on termine donc sur cette question qui reste grande ouverte, en partant d'un diagnostic souvent juste sur les frustrations et les colères bien réelles dans la société. Le populisme propose des remèdes qui peuvent s'avérer dangereux pour les garde-fous de la démocratie. Le populisme, symptôme ou maladie, comprendre cette dynamique complexe, c'est sans aucun doute l'un des plus grands défis de notre époque.